Bonjour, bienvenue à Portrait des familles d'ici. Aujourd'hui, je me trouve sur le site de l'écrasement de l'homme d'affaires Jean-Paul Darvaux, dont l'avion s'est écrasé en 1973. J'accompagne la famille Darvaux dans un rituel familial autour de cet écrasement. Et puis, on va les rencontrer aujourd'hui, une famille de Saint-Thomas-d'Idyme. L'émission Portrait des familles d'ici est rendue possible grâce à la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine, grâce au programme Québec Amis des aînés, la MRC de Maria-Chapdelaine et la municipalité de Saint-Thomas-d'Idyme. Bonne émission. Bonjour, M. Lee. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Une journée riche en émotions aujourd'hui, hein? Oui. 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 Même les gars essuient une larme. Ouais, là, des fois, les yeux, ils transpirent, hein? Oui. Ça arrive Oui. comme ça. J'aimerais ça parler avec vous, essayer d'aller dans vos souvenirs, parce qu'on parle beaucoup de votre père aujourd'hui. J'ai parlé avec la génération plus jeune, même Oui. nos générations en dessous. La quatrième, oui. Oui, j'aimerais qu'on parle, essayer de parler de votre grand-père un peu. Oui. Avez-vous des souvenirs de Ah Francis? oui, beaucoup. J'ai vécu 20 ans dans la même maison. Dans la même maison? Côte à côte. OK. Là, il y avait c'était comme un jumelé, là. Et il est mort dans cette maison-là. Alors, moi, de ma naissance à sa mort, en 61, 42, je suis né, donc 19 ans, mais j'étais à l'absence. J'étais absent aussi, là, au collège et tout, mais donc on était surtout jeunes, on est marqués par les grands-parents. Alors, non, il venait partager la table familiale après le décès de sa femme en 52, là, pendant 8-9 ans, là. Il venait partager la table familiale, donc on était proches. C'était quel genre de monsieur, votre grand-père? Bien, en fait, je le découvre plus encore maintenant, OK. parce que je découvre son histoire qui n'était pas nécessairement racontée par lui. C'était pas un conteur. Non? C'est un gars qui était plus renfrogné, pas renfrogné, qui était plus, disons, pas très expansif. OK. Par exemple, il a fait une sculpture qui est importante dans la région, c'est l'entrée des lions, l'entrée des lions à Kenogami, au Parc Price, OK. qui a été restauré il y a quelques années, une dizaine d'années. Et c'est lui qui avait sculpté ces lions-là. Il en a parlé à ma connaissance, puis mes tantes s'en rappellent encore plus, elles m'en ont parlé beaucoup après. Mais c'est lui qui avait fait ça, mais il s'en vantait pas, là. C'était comme sous le boisseau un peu. Je l'ai connu, il avait 70 ans. Il est mort à 89 ans. Donc, il avait, disons, un peu moins d'énergie, mais il faisait encore le train. À 70 ans, il faisait le train de l'étable. On avait des vaches, on avait des cochons. Enfin, moi, je m'occupais plus des cochons, mais lui s'occupait des vaches et du cheval. Mais c'est drôle parce que c'était un vrai tailleur de pierre, là, dans la tradition des tailleurs de pierre. Il a commencé ça jeune? Oui, bien, il était orphelin jeune. Oui. Et je pense que son frère était plus vieux que lui. Il était le dernier de sa famille. Et son frère était plus vieux que lui. Puis lui, il était déjà tailleur de pierre, son frère, mais il s'est noyé pendant son enfance, pratiquement. Alors, c'est comme si lui avait pris le relais. Quand il s'est marié, bien là, ils ont eu deux enfants. Mais au deuxième enfant, il avait marié une orpheline aussi. Oui. Alice, ma grand-mère, était la plus vieille de sa famille. Elle a perdu son père, elle avait 9 ans, je pense, 8-9 ans. Et puis, elle a perdu sa mère, elle avait à peine 15 ans. Donc, elle était l'aînée. Donc, elle avait 5 ou 6 frères et sœurs qui étaient après elle. Et alors, je présume que le curé s'en est mêlé. Elle a été prendre une formation d'institutrice OK. pour pouvoir gagner un peu d'argent pour sa famille. Et puis, elle a fait l'enseignement, mais on enseignait tant qu'on se mariait pas. Ah, évidemment. Alors, elle enseignait à Saint-Alban pendant quelques années à peine. Et puis là, elle a rencontré Francis, qui était un peu plus vieux qu'elle. Et puis, ils se sont mariés. Puis, après un an ou deux, elle a dit, bon, il y avait son frère qui avait la ferme familiale. C'était le dernier des vivants de ses frères et sœurs. Mais lui était plus jeune, donc Alice a dit « Pourquoi est-ce qu'on s'en va pas au Lac-Saint-Jean, à Roberval? » Parce que Roberval, c'est en plein essor. C'était l'année où Roberval est devenu ville, 1903. Alors, il est arrivé au printemps de 1903 à Roberval, en même temps qu'ils ont célébré la nouvelle vocation de Roberval comme ville. Et tout de suite, il a ouvert sa carrière de pierre.
D'abord, il a apporté des pierres tombales et autres là, qu'il pouvait vendre dans sa boutique. Mais il a été explorer le terrain. Puis en face du cimetière à Roberval, là, il y a un beau cran de granit rose. Le granit rose de Roberval. Entre 1900 et 1930, le granit rose de Roberval était célèbre au Québec. OK. On s'en servait pour bâtir d'abord à Roberval les églises. Il a fait le palais de justice à Roberval, l'église de Saint-Prime. En 1908, ça a été terminé. C'est lui qui a fait la pierre dans cette carrière qu'il a ouverte. C'était la 6e génération de gens qui vivaient de survivance de la ferme. OK. Alors, il y avait de la misère à se mettre dans la tête qu'on pouvait gagner sa vie, surtout les descendants, là, surtout les enfants. Il y avait 3-4 garçons après quelques années. Là. Il croyait, mais il avait tellement peur que ces garçons ne puissent pas gagner leur vie comme ça qu'il a tout de suite revendu sa carrière en 1910. Et donc, il est allé se camper à Albanel. C'était pas encore Girardville parce qu'il n'avait pas encore créé Girardville en 1910. Puis il a fait... Là, il a joué au colon. Là. Il a joué à celui qui fait de la terre. Donc, ma tante racontait comment elle aimait ça, aller faire de la terre avec Pépère pour brûler les chicots, etc. Puis après ça, il ramassait les bleuets. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 6 ans. Et au bout de 6 ans, la pierre le tiraillait encore. Il est retourné dans la pierre à Héberville, parce que là, le train passait à Héberville pour aller vers Chicoutimi, puis il a trouvé que c'était une belle place. Il s'est ouvert une carrière. Puis 2 mois après, il apprend que son beau-frère, le frère d'Alice, ma grand-mère, était malade. Elle avait attrapé les fièvres en 1916. Et là, ils ont dit, bon, OK, on va plier bagage, puis on va aller le retrouver, puis on va essayer d'arranger ça. Et après avoir passé à travers ça, la famille est repartie pour aller s'acheter des terres à Saint-Méthode, cette fois, 1917. À Saint-Méthode, il y avait des terres, mais c'était clairement des terres pour ses fils. OK. Parce que lui, il avait un autre plan. Lui, son plan, c'était d'abord, il avait obtenu le contrat, je ne sais pas si c'était avant de partir ou après, mais le contrat de distribuer la malle entre Saint-Méthode et Péribonka. OK. On parle des chemins qui étaient pas mal chaotiques. Oui, ces chemins-là étaient dans la boue jusqu'aux genoux au printemps quand ça dégelait. C'était les vieux chemins de la friche entre Saint-Méthode et Dolbeau. Dolbeau n'existait pas, et Mistassini, en fait. Puis il continuait jusqu'à Péribonka. Et il faisait en même temps représentant pour Massey Harris, parce qu'on voulait donner aux cultivateurs et aux colons qui s'installaient des outils pour être plus productifs dans leur terre. Et il a fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'un de ses amis de Saint-Marc-des-Carrières lui dise « Écoute, j'ai le contrat de la basilique qu'ils vont rebâtir à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis j'ai besoin de gars comme toi. » Il était du même âge, dans la cinquantaine. Alors il dit « Viens-t'en avec moi, on va faire ça », mais il était 60 tailleurs de pierre pour faire ce chantier-là. Okay. C'est tout un chantier. C'était comme les chantiers de l'époque, là. C'était énorme. Et il nous montrait dans l'église, quand il y avait des photos, « Ah, tu vois, ça, c'est moi qui ai fait ça, là, à l'intérieur. » Puis... On peut dire que votre grand-père a laissé un bel héritage bâti. Puis j'écoutais tantôt ce que vous disiez, qu'il a travaillé pour amener de la machinerie puis de la technologie. Puis je lisais dans les notes que vous nous avez faites parvenir que votre père, dans son usine, avait une attention très particulière à toute la technologie pour améliorer ce désir de s'améliorer. Oui. Ça peut-tu faire partie d'un héritage? Oui, je pense que ça fait partie d'un héritage. Et il y a eu un frère de mon père, donc un fils de Francis, qui, entre 29 et 45, 29 et 39 particulièrement, a exploité la forêt. Okay. Avant lui, il était jeune, il avait 15 ans, 12, 15. En 40, il avait à peine 20 ans. Donc, il a exploité la forêt au Lac-à-Jim, donc à Saint-Thomas. Il a bâti un gros moulin. On était dans la crise, là. On ne faisait pas d'argent facilement, puis on ne vendait pas facilement son bois non plus, là, parce que tout était arrêté partout. Alors, il faisait chantier, il pognait des contrats de refaire le pont entre Saint-Thomas et Normandin. C'était des ponts couverts à l'époque, là. Donc, il avait fait un contrat là-dessus. C'est mon oncle Albert Darvaux.
Mais bon, il a fait faillite avec son moulin et avec son entreprise à Saint-Thomas. Quand il a vu ça, Alcan rentrait dans la guerre et puis il avait besoin de beaucoup de monde. Alors, il est allé travailler à Arvida, mais il a continué à faire des contrats de bois, des contrats d'entrepreneurs. Il y avait les Price qui étaient déjà arrivés ou qui arrivaient à Saint-Thomas, puis il y avait les Murdoch qui faisaient déjà du bois ou qui allaient commencer à faire du bois. Mais il n'était pas question pour lui de devenir le jobber de Murdoch ou des Price. Il était question pour lui de faire son entreprise. Donc, mais l'entreprise à l'époque, là, c'était très petit, c'était des moulins qu'il appelait portatifs, qui pouvaient déplacer d'un hiver à l'autre à différents endroits dans la forêt. Mais il apprenait son métier, là, exploiter la forêt, explorer à quel endroit on va couper, comment on va faire, etc. Et puis, voilà. Alors, il a passé les 10 années suivantes à exploiter sa propre entreprise. Des années, il faisait un peu d'argent. Et dès 1963, il a commencé à démarrer son entreprise. Et oui, alors son entreprise, il l'a rebâti en l'espace de 7-8 ans. Il l'a rebâti au moins 3 fois. Okay. Justement, pour aller chercher plus de productivité avec des nouveaux équipements plus modernes. Alors, on n'était pas encore dans l'électronique, mais on était dans l'électromécanique. Donc, il installait des appareils électromécaniques pour mieux classer les bio, pour accélérer le sciage, etc. C'était sa préoccupation, oui. Bonjour, Bruno. Oui, Bruno. Bonjour. Vous, Bruno, vous êtes dans la famille Darvaux, vous êtes le fils de... De Françoise. Françoise, ça se trouve être la deuxième de la famille. Oui, la famille de Jean-Paul. Jean-Paul. Moi, je trouve être le plus vieux des neveux, côté de la famille Darvaux, ouais, de Jean-Paul. Puis, dans le fond, vous êtes du secteur, vous habitez dans le secteur ici. Avez-vous grandi à Saint-Thomas? Oui, j'ai grandi à Saint-Thomas-du-Dîme. Moi, j'ai même grandi sur le terrain du moulin assis que mon grand-père avait dans le temps. Ma mère était secrétaire, était comptable pour son père. Puis on avait une maison sur le site de l'usine. Puis on restait là, aller jusqu'à l'âge de 6 ans, parce que la maternelle, je prenais l'autobus au moulin pour aller à l'école. À l'école, au village. Au village, oui, c'est ça. Oui. Puis l'usine, dans ce temps-là, était-tu à la même place qu'est l'usine de à Saint-Thomas-du-Dîme actuellement, oui. Oui. OK. Ouais. Puis vivre comme ça sur une scierie, avez-vous des souvenirs de ça? Est-ce qu'on va jouer des piles de bois? Écoute, j'ai quelques souvenirs, oui, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent toi, je me rappelle, le matin, à 5h30, 6h le matin, tu partais avec ton pyjama autour du bras, tu allais voir le monde dans le moulin. Entre autres, un monsieur, nous autres, on dit Godefroy, mais je pense que c'est Élie Foy Tremblay. Lui, il travaillait ce qu'il pilait. Là, il appelle ça, dans ce temps-là, c'était, excusez le terme, mais c'était la vache, là, ce qui pilait le bois. J'allais voir M. Tremblay, puis lui, il m'habillait. Il me redonnait mon pyjama, puis j'allais le porter à la maison. Puis là, ben je sais pas si mes parents ils étaient pas inquiets ou pas, là, mais en tout cas, j'ai passé ma majeure partie de mon enfance comme ça. Enfance là-bas, comme ça. Je me rappelle d'avoir fait quelques chutes, d'avoir été joué dans le garage, puis garage industriel, où il y avait beaucoup de machinerie puis tout, puis que le mécanicien dans ce temps-là, c'était M. Claude Demeule. Il m'avait je dis pris, il m'avait rencontré dans le garage en train de jouer après une pièce de l'odeur, qu'il était vraiment pas content. Vraiment pas content. Mais oui, puis mon père travaillait aussi à l'usine. Il était, dans ce temps-là, il chauffait de la machinerie aussi. Fait que souvent, j'étais dans l'odeur avec lui. J'embarquais avec lui le matin. Au bout de 15-20 minutes, je m'endormais. Puis je me réveillais 3-4 heures plus tard, puis là, il venait me reporter à la maison. Ce que je me souviens beaucoup de Jean-Paul, c'est que les étés, quand l'école était terminée, on s'en allait au chalet au Lac-Vert. Les autres, le chalet familial de Jean-Paul était là. Puis ma mère avec mon père, il y avait un autre chalet à côté. Fait qu'on passait l'été au chalet. Tout l'été, tout le temps des vacances au Lac-Vert. Puis là, c'était l'avion du grand-père qui était au bord du quai sur le Lac-Vert. C'était de temps en temps un petit tour dans ce temps-là, c'était un argot qu'il y avait. On faisait de l'argot. C'était tout le temps de surprise en surprise avec Jean-Paul. Tout le temps, je ne l'ai jamais vu fâché. Non? C'était un bon vivant? C'était un bon vivant. C'était un bon vivant. C'était un bon monsieur. C'était... Puis actuellement, moi, j'ai
J'ai suivi mes études, j'ai suivi mon cours en mécanique diesel, puis j'ai fini, comme été 23 ans, à faire de l'installation d'équipements forestiers pour les moulins à scie. OK. La compagnie pour que je travaille. Étiez-vous à votre compte? Non, Non? c'était pas pour mon compte. OK. J'étais comme sous-contractant. Je travaillais pour un sous-contractant, puis on faisait l'installation. Fait que, tu sais, ce qui est corroyeur, ce qui est scie, c'était vraiment familial pour moi. Il n'y avait pas de faux d'inconnu là-dedans. Là. Donc, vous avez resté quand même dans l'industrie du Ouais. bois en général. Ouais, là. ouais, ouais. Aller jusqu'à dernièrement. Dernièrement, là, on a changé d'emploi, là, mais j'ai passé ma vie. Pour faire une histoire courte, j'ai quand même commencé en forêt, chez les abatteuses en forêt. OK. J'ai vraiment parti de la base en montant. Vous êtes la fille de Jean-Paul. Jean-Paul, oui, et de Luciana, Oui. hein, ma mère. Et je voudrais vous parler un peu de ma mère. Oui. Mais ma mère, la porte était toujours ouverte chez nous. Il y avait toujours quelqu'un, un oncle qui habitait à la maison, un neveu, un cousin qui habitait à la maison, malgré que la famille était grande. Et mon père était souvent parti quand c'était pas en forêt pour l'hiver, pour quelques mois en tout cas. Plusieurs mois, c'est ma mère qui était à la maison. Et aussi, il y a eu la période où mon père était peut-être plus présent, où il ouvrait les chemins l'hiver. Il se levait la nuit pour aller ouvrir les chemins. Il y avait de la neige à cette époque-là, mais C'était votre mère qui était avec vous? Ouais, on parle pas beaucoup des femmes. Non, pas beaucoup. Et c'était très important. Oui. Puis, savez-vous, j'ai entendu dans d'autres témoignages des gens de votre famille, ce côté, la porte est toujours ouverte. Oui, toujours. Puis, c'est ressorti beaucoup. Mm. L'entraide. Ouais. Puis, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est un héritage maternel. Je pense qu'il y a les deux côtés quand Oui, même. Hein. Il y a les mais- deux côtés. C'est quand même votre mère qui l'ouvrait la porte parce que c'était Absolument. elle qui était là. Absolument. Oui, oui. Et il y avait toujours une place à table, tout le temps. Il manquait jamais. En fait, il y avait toujours un surplus. Oui. Il en manquait jamais. Même si on n'était pas riche à l'époque. Hein? Justement, le bois, dans votre vie, la forêt, c'est important? Bien, écoutez, moi, j'habite à Montréal depuis très longtemps, mais j'ai toujours besoin de revenir au lac et aller en forêt aussi. Cueillir les bleuets en forêt, c'est important à chaque année. Là. On ne peut pas manquer ça, là. C'est impossible. Oui, c'est ça. Et de revenir en forêt, c'est important. Les Darvaux, c'est des gens tellement merveilleux. Moi, j'ai des oncles, des tantes qui sont merveilleux. Là. Ils ont du talent, sont brillants, ils ont du potentiel, sont toujours là pour aider. C'est jamais compliqué, c'est... Je pense que le mot qui décrit le mieux notre famille, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est entraide. OK. À la Entraide. minute qu'il y a quelqu'un qui a des travaux, c'est tout le monde qui met l'épaule à la roue, c'est automatique. Ah oui. Puis ça, T'as besoin d'un auto, il y en a une qui traîne dans le cours. T'as besoin d'aide, je suis là. Toujours. T'organises un souper, on arrive. On a refait, moi et mon cousin Benjamin, ton cousin aussi, Oui. on a refait nos toitures. Puis les pères, tous les pères qui étaient proches, qui pouvaient aider, sont venus. Puis, ça a 70 ans, c'est sur les toits. Entraide et en forme, peut-être. Oui, aussi, Oui. aussi. Dans votre famille, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup aussi de côté proche de la forêt. Est-ce qu'on est resté attaché à cet héritage entrepreneurial et forestier-là? C'est nécessaire, ce retour aux sources-là, cette dose d'énergie de forêt-là, de nature, de calme. C'est toujours bienvenu. Chez nous, il y a beaucoup de nos gens qui travaillent en forêt, pas nécessairement entrepreneurs, mais travailleurs forestiers. Mon frère l'est, mon père l'était, ton père est entrepreneur forestier aussi. Mais il y a aussi le volet politique qui est assez présent dans notre famille. On a eu, notre grand-père était maire de Saint-Thomas. Ensuite de ça, il y a eu Françoise, sa fille, a été conseillère. Léon Paul était conseiller. Il y a Noël Darvaux qui a été conseiller municipal. Moi, je le suis aussi. C'est qu'il y a, oui, il y a la forêt, mais l'implication communautaire, ça fait pas mal partie de nos racines aussi. Aider la communauté à grandir. Hein? En tout cas, faire notre possible pour mettre notre petit côté à nous là, dans notre communauté. Mm-hmm. Puis, c'était quoi dans le fond, c'est quoi les réunions de famille chez les Darvaux, là? Quand on se rassemble? Là? Les cartes. On Oui, joue on aux joue cartes? aux cartes. les Y a-tu cartes. un jeu de prédilection? Là? Le crib. Le cribs, le petit bœuf. Ouais. On joue au crib? Oui. Oui. Ah oui. Est-ce qu'on choque au crib là, chez les Moi, Darvaux? je joue plus aux cartes. Ah, OK. Tu penses,
Je me fâche pas, mais il y a un petit côté Darvaux qui dit mais pas celle-là. Avec ça, oui, mais c'est vraiment des joueurs de cartes, des jeux de société. Ça fait Toutes partie les raisons, du party. oui, puis toutes les raisons sont bonnes pour oui. se réunir. Écoute, on invente des raisons. Là, Ouais, les soupers de famille improvisés souvent. C'est vraiment, on est très tricoté serré là. Bien, ce qui fait, je pense que ça demeure aussi parce qu'en forêt, les chalets, il y a beaucoup de Léon-Paul, Régent, Marius, Ludger, Françoise a été longtemps là, Marina maintenant, ils ont tous un chalet dans le même secteur. Alors le voisinage, Ça se voisine dans les même chalets. s'il y en a qui viennent de Montréal, Sherbrooke, Maine. Oui, dans le Maine, oui, c'est ça. Alors, quand ils sont en vacances, c'est automatique, la tournée se fait, ça va ensemble. Il faut tout le monde se voir. On apporte un souper, on va souper. Puis il y a la chasse. On parlait de forêt, mais la chasse, c'est une autre bonne raison. C'est un autre. S'il y en a un de la gang qui va avoir son orignal, ouais. ben il va avoir le souper avec le foie et Tout le monde aide est pour, là. Puis tout le monde aide pour dépecer, sortir, puis- dépecer, parce qu'ils font pas dépecer OK. à la boucherie. serait C'est trop toute facile. la famille qui se retrousse les manches. Puis même moi, mon fils de 14 ans l'année passée, il a aidé à... Il apprend. Il est en fâcher. apprentissage de comment on débite un orignal. Ben, c'est un peu comme ça que l'héritage, Se transfère. le savoir familial Ouais. se transfère. Là. C'est, dans le fond, l'esprit d'une famille, c'est ça? Oui. Oui, définitivement. Ouais. En tout cas, on l'a tricoté serré. Oui. Moi, j'ai 3-4 cousins qui sont venus rester chez nous là, pendant, même si je demeure à 600 km d'ici, là, sont venus rester chez nous 1 an, 2 mois, 2 semaines. Ça, c'est régulièrement. Là, Parce que chez nous, hein, peu importe si les gens vont arriver à l'improviste, il y aura toujours de la place. On va en faire. Puis c'est pas... Moi, je pensais que c'était comme ça partout, puis je me suis rendu compte que c'est pas partout, c'est quand on pas va dans ailleurs toutes les qu'on se rend familles. compte que Ouais, mais ça allait s'annoncer. ça dérange jamais, nous autres. C'est OK, super, on est content de savoir, puis on Ah oui. déplace, puis on fait des lits. L'autre jour, j'avais besoin d'un ventilateur. Je suis allée voir ton père. T'as pas un ventilateur? Oui, OK. On l'a eu. C'est vraiment simple chez nous. Pouvez-vous me parler du magasin? Chez Noël? Oui. Ah oui, moi, j'ai connu chez Noël. Je ne sais pas si tu es capable d'appeler ça chez Martin ou chez. Ah non, c'est quelqu'un chez d'autre. Noël. C'est encore chez Tu m'en Noël. vas chez Noël, là. Bon. Puis, moi, Noël, là, j'aimais tellement ça. C'était votre grand-oncle? C'est un cousin de notre père. Ouais. De nos pères. OK. C'est cousin. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Il était toujours attaché à nous, toujours en train de nous agacer. Moi, j'étais toute petite, puis je me rappelle qu'à tout bout de champ, il me donnait un chocolat. Là, Ah, il a donné des bonbons à tous les enfants du village. Oh, Ça, oui. c'est sûr. On avait notre petit On avait- bonbon Moi, officiel. des chocolats Rollo, là, je me rappelle tellement. Oh mon Dieu. Puis dans le temps de la fête à ma mère, fête des mères, où on allait en bas, il y avait C'est en comme bas le une place magasin au trésor, général. hein? Eh oui. Ah, ça sentait bon. Je suis retournée juste avant que ça brûle, là, 1 an avant que ça brûle. Puis je me disais, oh, que de souvenirs. Je me rappelle L'odeur. d'être allée là. Oui, l'odeur, on a un grand... L'odeur est un Le souvenir. sens Oui. qui a Le beaucoup de souvenir mémoire. olfactif est Oui. présent beaucoup. Mais tu vois, moi, j'ai pas connu ça. Moi, quand j'étais petite, c'est du tissu. Il n'y avait Ah, pas de ouais, oui, OK. non, c'est du tissu partout, Oui. mais il y en avait partout. Puis c'était aller là, c'était un petit peu... On n'allait pas acheter du tissu, on était tout petites, mais on allait regarder partout. Il y en avait du brillant, du doux, puis on passait des heures, là, puis ils nous laissaient faire. Tu sais, c'était comme... On était chez nous, hein? Oui, je pense que oui. C'était jamais inquiétant. Puis c'était- nous, elle l'a vu passer toutes les générations. Son fils l'a repris quelques années plus tard, mais moi, c'est vraiment Noël qui a marqué mon enfance. Puis nous, on habitait juste à côté. Fait qu'on traversait à pied, pas de chaussures, chercher des commissions. Puis c'était normal. Ça faisait partie de notre héritage. Puis il habitait en haut. Fait que, tu sais, Noël, Ouais. il a vraiment fait partie de l'héritage culturel de la, Il était de la dans beaucoup de municipalité. nos réunions aussi. Hein? Il est venu Familial, souvent il dans vient, nos oui, réunions il va familiales. être là ce soir. Puis il était aussi présent, je vous l'ai dit, il était conseiller municipal aussi, fait qu'il était présent dans sa communauté aussi. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui a été très présent dans la vie de Saint-Thomas. pour vrai. Ah oui. Vous, dans la lignée des Darvaux, vous êtes le fils de... Moi, je suis le fils de Aldéi. Le fils d'Aldéi? Aldéi, qui est le plus vieux de la famille. Oui. Donc, Aldéi, qui était... quand toute cette histoire-là est arrivée, bien, la mère était déjà décédée 4 ans auparavant. Et puis, bon, bien, il y avait des enfants qui étaient rendus orphelins et puis d'autres qui étaient majeurs. La plupart étaient majeurs, là. Alors, mon père a pris un peu le rôle du père de la famille, sans vouloir ça, mais par la force des choses, c'est ce qui a été fait.
Dans le fond, ça a fait partie un peu de son héritage, là, de devenir le chef de famille. Ou le... Ouais, ben, ouais, c'est un héritage, c'est une situation Oui. qui n'a pas été idéale pour notre famille, dans le sens que quand tu as une famille, puis qu'il faut que il y a une autre situation qui se passe ailleurs, mais c'était assez... je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là, mais moi, j'étais pas né, en fait. J'étais dans le ventre de ma mère lorsque c'est arrivé. Mais c'est toute la suite des choses. Alors, le mystère de mon grand-père qui est disparu en avion, tu sais, ça a été tout le temps une histoire dans ma jeunesse. Puis moi, j'ai pas habité ici, donc je l'ai vu à distance. Donc, vous n'avez pas eu à subir ce mystère-là au quotidien à l'école, admettons? Non, c'est ça. De toute façon, j'étais pas né, là. Mais effectivement, moi, j'ai pas eu le... Je sais que ici, ça a été une histoire très connue. Par exemple, moi, je suis musicien et j'étais en tournée avec Pierre Lalonde à l'époque. Et Pierre, qui était une personne très sympathique, me demandait de raconter cette histoire-là quand on faisait des salles de spectacle à Alma, à Chicoutimi et tout. Et tous les gens étaient au courant de cette histoire-là. Et lui, Pierre, était vraiment intrigué par ça. Fait qu'il me la faisait raconter en spectacle. Puis là, tout le monde réagissait. Lui, il comprenait pas, mais je lui ai dit que c'était une histoire qui était très célèbre au Lac-Saint-Jean. Puis là, vous êtes musicien, vous avez grandi pas ici, donc où? Moi, j'ai grandi à Montréal. À Montréal? J'ai habité à Paris. OK. Mon père a été... les premiers de famille à cette époque-là, c'était les notaires, les médecins, les curés. Hein. Alors, mon père, il étudiait chez les Pères Blancs, puis je pense que sa destinée était d'être prêtre. Mais finalement, avant l'ordination, je crois qu'il a changé de cap, là. Il a rencontré ma mère et tout, mais tout ça pour dire que il a étudié à Montréal. Il a été parti assez tôt de la famille pour étudier. Et puis, il a étudié en Europe aussi, chez les Pères Blancs. Il est revenu, là, il a habité Montréal, il a rencontré ma mère. On est nés, en fait, on s'est promenés, Lévis, Québec. Et à un moment donné, il y a eu un contrat à Paris. Donc, moi, mon enfance, une bonne partie, ça a été à Paris. 2 ans et demi de cette jeunesse-là, là, avant 12 ans, si vous voulez. Et puis, après ça, on a habité à Val-David. Donc, moi, pas mes origines, mais mon vécu est les Laurentides. OK. Mais on est tout le temps revenu au Lac-Saint-Jean, les fêtes de famille, comme mon cousin racontait. Écoute, je me rappelle des gros michouis au Lac-Vert, le chalet de mon grand-père, parce que l'âme de mon grand-père a toujours perduré. Alors ça, cette famille-là ont toujours fait en sorte que cette âme-là perdure dans le temps. Et puis ça, c'est une richesse qu'on a eue, et puis c'est un cadeau aussi qu'ils nous ont fait. Alors, moi, c'est un petit peu comme ça. C'est une source de motivation, cette histoire-là. C'est un mystère. Alors, on est tout dans le Québec Inc., l'entrepreneuriat. Moi, je suis un entrepreneur dans la vie. Oui. Je développe des projets. Donc, tu sais, en pensant à tout ça, c'est intéressant. Ça donne une autre dimension. Puis vous êtes plusieurs dans la famille à être des entrepreneurs, là. Il y a votre grand-père qui a été entrepreneur. Il y avait son frère qui avait le magasin Général qui a passé... Noël, oui. Qui a passé de Oui, bien en fait, c'était le début ça, du Québec, ça, là. Alors, mon grand-père, c'était un industriel et puis c'était un gros employeur. Donc, tu sais, on n'est pas... Mais aujourd'hui, être entrepreneur, c'est d'entreprendre des projets. Oui. C'est pas nécessairement d'avoir 250 employés. Non, pas nécessairement, là, mais... Mais oui, effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans la famille, définitivement, oui. Puis pensez-vous que c'est un héritage ça faisait partie de la culture familiale? Bien, de pousser les limites. Oui. Je crois que pousser les limites était... en fait, je crois qu'il a poussé les limites aussi. Ce qui a fait qu'on a passé la journée sur le site de son écrasement. Mais c'était en voulant pousser les limites. Qu'est-ce qu'on a l'impression d'hériter de la famille Darvaux? Au point de vue de façon d'être ou des attitudes? Ouais. Il y a une certaine simplicité Oui. d'aimer la nature, aimer connecter avec sans flafla, sans artifice, sans se la jouer, comme on dit, juste d'être qui on est puis d'avoir du plaisir ensemble. Quand on les voit se retrouver, c'est naturel, puis tout le monde est bien content de se voir puis se faire des jokes, puis il y en a des joueurs dans la gang, fait que faut se watcher. OK, des joueurs de tour? Oui, les joueurs de tour. Puis de père en fils, Ah oui? Ludger jouait des tours à l'époque, puis là, c'est Benjamin qui les joue maintenant.
Francis Darvaux est né en 1871 à Saint-Alban. Ayant perdu son père à un très jeune âge, il commence à travailler en tant qu'apprenti tailleur de pierre à Saint-Marc-des-Carrières dès la fin de sa 3e année scolaire. Pendant ce temps, son frère aîné, Joseph Xavier, s'occupait de la ferme familiale. Francis épouse Alice Julien en 1900. Cette dernière avait étudié pour devenir institutrice au couvent de Pont-Rouge et enseignait désormais à Saint-Alban. Une fois mariée, elle délaissa son emploi pour devenir femme au foyer. Émilien voit le jour en 1901, puis marie l'année suivante. En 1903, c'est un départ au Lac-Saint-Jean pour la petite famille. Le travail de la pierre était un avenir prospère dans cette jeune région en développement. Leur destination, Roberval. Télesphore, jeune frère d'Alice, âgé de 13 ans, les accompagne. Francis commence à exploiter des carrières de granit rose. Il participe à bien des projets tels que la construction de l'église de Saint-Prime, celle de la chapelle des Ursulines de Roberval ou encore l'hôtel de ville, maintenant devenu le palais de justice de Roberval. En 1904, c'est la naissance de Jean-Louis. 2 ans plus tard, c'est au tour des jumeaux Albert et Emilia. Joseph suit peu de temps après. En 1910, Francis, Alice et les enfants partent pour Albanel. Pendant 6 ans, la famille vit exclusivement de la terre. Lucienne, Philomène et Léo s'ajoutent aux enfants de la famille. Mais le père commence à s'ennuyer du métier de tailleur de pierre et décide de reprendre ses activités dans le domaine, ce qui l'amène à déménager une fois de plus. Après une brève période passée à vivre comme tailleur de pierre à Héberville Station, les Darvaux retournent vivre à Roberval pour prêter main forte à Télesphore et sa famille qui ont contracté la fièvre typhoïde. Après la mort du jeune frère d'Alice, Francis vend la boutique puis amène la famille vivre à Saint-Méthode en 1917. Il y sera facteur et représentant de machinerie agricole. Alice, elle, sera opératrice du central téléphonique. À l'hiver, Francis et son fils Jean-Louis partent dans les chantiers forestiers. En 1918, Alice donne naissance à Adrienne. Puis en 1920, Jean-Paul est né, Cécile en 1921 et Julien en 1925. Cette même année, Francis est sollicité pour aller travailler sur le chantier de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, un dernier contrat en tant que tailleur de pierre. En 1928, Saint-Méthode est victime d'une grande inondation. Jean-Louis et sa femme, dans le grand rang à Saint-Thomas, informent Alice qu'un lot est disponible à l'entrée de leur nouveau village. Francis revient de son contrat pour la basilique en 1930 et retrouve sa famille bien installée à Saint-Thomas. Il reprend son poste de postillon. Il va chercher le courrier à la gare de Normandin, puis l'achemine et le distribue dans son village de résidence. En 1936, la maison est déménagée dans le village, près de l'église et du magasin général des Sasseville. 2 ans plus tard, ce magasin part en flammes et Alice décide d'ouvrir un nouveau magasin général. Sa maison fait déjà office de bureau de poste et un restaurant est annexé à ce dernier. Elle s'occupe du commerce pendant 3 ans, puis passe le flambeau à son fils Jean-Louis. La maison est construite à côté. Francis cesse de distribuer le courrier à 67 ans. Pendant plusieurs générations, les Darvaux s'occupent du commerce attenant à la maison. Alice décède d'un cancer du côlon en 1952 et Francis, lui, décède en 1961. Né le 7 mai 1920 à Saint-Méthode, Jean-Paul Darvaux est le fils de François-Xavier Gatien Darvaux, surnommé Francis, et d'Alice Julien. En 1929, la famille quitte Saint-Méthode. C'est ainsi que les Darvaux partent pour Saint-Thomas-Didyme. C'est là que Jean-Paul épousera Luciana Allard, née le 23 avril 1920 à Saint-Prime. Le couple élève ses 12 enfants dans une maison de la rue du Moulin. Le 26 septembre 1973, Jean-Paul Darvaux est porté disparu. Les enfants avaient déjà perdu leur mère le 30 octobre 1970 et voilà que leur père manque à l'appel alors qu'il allait rejoindre un ami pour chasser. Jean-Paul et Maurice Darvaux étaient les 2 actionnaires d'un moulin à scie de Saint-Thomas-Didyme fondé en 1965. Leur entreprise avait pour nom Produits forestiers MP Incorporé. La scierie était considérée comme la plus moderne de l'Est du Canada, à l'époque avec ses scies à ruban jumelés qui pouvaient faire 2 traits de scie minces à la fois. Les employés du moulin coupaient le bois en forêt, venaient le scier au moulin, classaient les billots par taille et effectuaient le séchage du bois avant le transport.
Le 20 septembre 1973, à 53 ans, Produits forestiers MP venait tout juste d'être vendu à Donehue de Saint-Félicien, aujourd'hui Produits forestiers résolus, et Jean-Paul Darvaux était engagé comme vice-président forêt. Toutefois, 6 jours plus tard, il fut porté disparu et présumé mort à la suite d'un accident d'avion. En mars 1998, 25 ans après la disparition de son père, Aldéhy est abordé par les autorités qui ont découvert l'épave de l'avion et les restes de son père au nord de Girardville, environ à 40 km au nord du lac Adjim. Suite à cette découverte, la famille Darvaux fit ériger un monument à la mémoire de Jean-Paul Darvaux. Ce lieu restera important pour la famille Darvaux qui s'y unira plusieurs fois dans les années suivantes. Bonjour, je m'appelle Karine Marceau. Aujourd'hui, on vient rencontrer à nouveau les Darvaux et la mairesse. On va discuter de la municipalité. Avant de commencer notre discussion, nous allons aller voir une capsule historique sur la municipalité de Saint-Thomas-du-Thym. Le premier à mettre les pieds sur le territoire de ce qui sera Saint-Thomas-du-Thym est Jim McNichol. Ce dernier, un jeune Écossais ayant du sang inuit, fut acheté comme esclave vers 1850 pour travailler sur les bateaux de commerce. Alors qu'il se trouve à Montréal, McNichol prend la fuite et redescend le Saint-Laurent jusqu'à l'embouchure du Saint-Maurice. Il se cache dans ce territoire inconnu jusqu'au jour où il arrive à un campement mott à chêne. Il s'intègre rapidement à la tribu, change de nom pour prendre celui de Raphaël et se marie. Vers 1870, des marchands de fourrure l'avertissent qu'une expédition est en cours pour retrouver les esclaves déserteurs. Il part donc avec sa femme, remonte le Saint-Maurice, escalade une chaîne de montagnes et arrive sur la rivière Ashwapmouchouane. Il remonte cette dernière jusqu'à l'embouchure de la rivière Slassler et canote jusqu'au lac portant le même nom. Ils redescendent de la Micosas et s'installent sur la pointe d'un lac qui deviendra la pointe à Tibiche au lac Adjim. Quelques années plus tard, un missionnaire du nom de Simonet vient baptiser les 5 enfants du couple. 3 autres s'ajouteront par la suite. C'est ce prêtre qui donnera le nom de lac Adjim au lac. Des années passèrent et en 1899, Ernest Dufour vient s'installer sur le territoire de Saint-Thomas-du-Thym. L'année suivante, c'est Louis Fournier qui arrive et en 1905, un certain Chouinard. Quelques années passent et d'autres viennent s'ajouter. Joseph Bouchard, Alfred Potvin, Phileas Laurando, Joseph Fournier, Georges Tremblay, Louis Côté, Zéphir Girard, Joseph Paquette, Jérôme Gravel et Joseph Simard. Ces colons s'établirent dans les rangs 10 et 11 du canton Girard à la suite des habitants de Normandin. Le premier qui s'établira sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le village de Saint-Thomas-du-Thym est Méridée-Boivin en 1918, suivi l'année suivante d'Oscar Leclerc et d'Alfred Desjardins. En ce qui concerne la vie religieuse, la petite communauté reçut tout d'abord le nom de Mission Sainte-Anne, avant de porter le nom de Saint-Thomas-du-Thym. Le nom Thomas était en l'honneur de Monseigneur Thomas Labrec et Didyme pour l'abbé Didyme Tremblay, premier prêtre à faire la mission, soit de 1921 à 1925. La première chapelle-école est construite en 1922. En 1925, la mission est reconnue comme paroisse épiscopale et elle reçoit son premier curé résident, l'abbé Henri Tremblay. La première messe dans la nouvelle église est célébrée le 26 juillet 1928. Le premier conseil municipal se réunit le 24 juillet 1923 et Alfred Potvin est élu comme maire. Les conseillers sont Adélard Perrault, Jérôme Gravel, Joseph Gravel, Eugène Dallaire, Prudent Marceau et Georges Tremblay. Le secrétaire trésorier est Joseph Simard. Concernant l'enseignement, la première institutrice fut Vitaline Gingras, épouse de Jean-Baptiste Laliberté, qui enseignait dans la maison d'Adéoda Fortin à partir de 1915. Ensuite, d'autres femmes enseigneront dans des demeures. Alice Dion,
Juliette Dion, Alice Cloutier et Sarah Paquin dans la maison de Joseph Fournier et dans les camps de Mérida-Boivin et Philadelphe Ferland. La commission scolaire est formée le 9 juillet 1923 par la réunion de 18 pionniers dans la maison d'Adéoda Fortin. Avec ce qu'on vient de voir, j'aimerais qu'on parle justement de ce sentiment d'appartenance-là à Saint-Thomas-Didyme. Qu'est-ce qu'on aime ici? Qui a envie de se lancer? Ben, moi, peut-être, parce que je suis nouvellement... ça fait quand même juste 6 ans là, que je reste à Saint-Thomas-Didyme. Puis ce qui m'a amenée ici, c'est vraiment le sentiment de liberté, de proximité de la nature, de paisibilité. Puis aussi, les gens. Les gens sont chaleureux, on se sent dans une municipalité où les gens aiment ça, côtoyer, se connaître. Donc, je dirais ça. Bien, il y a un petit peu de tout. C'est un petit village, mais il y a le lac Adrien, il y a le lac Trottier, il est entouré de nature. Fait que quand tu aimes la nature, tu es servi là, en venant à Saint-Thomas. Et voilà. Il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui reviennent par ici. Comment il peut y en avoir au lac Adrien? Du monde de l'extérieur qui reviennent, tu sais. Il y a certainement une soixantaine d'établis à l'année, là. De gens, mettons, qui partent, ou qui sont... Parce que l'Acadie... Du monde qui ont fait leur vie à l'extérieur, puis qui reviennent ici. OK. Beaucoup de gens, quand ils découvrent le l'Acadie, me demandent, y a-t-il encore un terrain à vendre? Y a-t-il encore de la possibilité? Donc, oui, c'est vrai que les gens, quand ils découvrent la nature, ils veulent venir s'installer ici. OK. Fait que le l'Acadie, c'est comme un attrait. C'est comme quelque chose d'intéressant. C'est un attrait touristique. C'est un attrait touristique. Un attrait touristique extraordinaire, parce que c'est un lac qui est particulier, parce que c'est un lac qui est calme. Tantôt, on en parlait, c'est là où tu peux écouter le silence. Alors, il n'y a pas beaucoup de places qu'on peut se permettre ça proche de la population, là. Alors, c'est un lac qui a 12 km de long et qui est étroit. Il n'y a jamais de vent dangereux. Jamais. Alors, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le développer. Il y a les conditions idéales. Il y a une très belle qualité, c'est un lac noir. L'eau vient chaude plus vite que n'importe quel. Comme le lac Trottier est beaucoup plus petit. Puis l'eau est plus chaude au lac Adrien. Il est noir. Ah. Le soleil, oui. L'eau réchauffe plus vite. Le printemps, comme pour faire de la natation, Sylvie en fait aussi. C'est le lac, c'est la première place qu'on allait nager le printemps. L'eau est plus chaude que partout ailleurs. Puis si vous allez nager là, c'est parce que vous aviez des chalets, des demeures? C'est quoi vos souvenirs d'enfance par rapport, mettons, au lac Adjim? Mais le lac Adjim, comme moi, à mon âge, c'était pas tant développé, c'était pas un attrait. Nous autres, quand on était jeunes, c'était au lac Trottier, qui est à peu près à 2 km. On partait en famille là. Il y avait un plongeon dans le milieu du lac. Hein? Pas dans le milieu, il y avait un gros plongeon. Hein? C'était plus le lac Trottier qui était plus accessible. C'est moi qui l'ai bâti. Ouais? Oui. Ben, vrai, c'est vous qui avez bâti ça? Ouais. Mais c'est vrai que, puis après ça, il y a beaucoup de terrains qui se sont vendus, puis on se disait, mon Dieu, ils n'ont pas vendu ça cher. Maintenant, on a passé à côté d'une opportunité, mais... Puis dans ce temps-là, c'était pas développé. Ouais, aujourd'hui, exact. C'est un attrait touristique que le monde est... Où les gens veulent retrouver aussi le sentiment de nature. Je sais pas, il y a un revirement, là, vraiment, on le sent, là. Les gens veulent la quiétude, même les rangs. Tu sais, les rangs redeviennent habités, là. Tu sais, les gens recherchent à avoir un lopin de terre, avoir un petit domaine tranquille. Donc, c'est comme on revire, là. Autant que la ville était on voulait convoiter, exactement, merci le mot. Puis mais là maintenant c'est plus ça, les terrains en nature. On est à proximité de la civilisation, mais tout en étant isolé quand on veut. Alors, Noël, il reste au bout du chemin au lac Trottier.
Il n'y a pas de visite souvent, sauf ceux qui veulent. Mais j'ai pas... Pourquoi Saint-Thomas? Ben, quant à moi, j'écoute, je suis venu au monde de Saint-Thomas. Alors, toute ma vie est autour de ça. Alors, j'ai quitté pendant 25 ans pour permettre aux enfants de s'approcher des écoles, mais après, je suis revenu. Alors, je suis revenu parce que je voulais tout le temps y revenir de toute façon, mais de toute façon, on était là régulièrement de toute façon. Fait que ça fait au-dessus de 80 ans que vous êtes à Saint-Thomas. Vous avez votre famille ici. 86 ans. Vous avez 86 ans. Ouais. Fait que vous vous sentez chez vous, vous êtes bien ici à Saint-Thomas. Probablement, je dois être chez nous, oui. J'étais le 3e propriétaire du magasin. Une grand-mère, mon père, puis moi. Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, la forêt, en fait, je pense que c'est un des premiers employeurs, je dirais ça comme ça, C'était le gros gagne-pain de la municipalité. De la municipalité, c'est ça, tu sais. Depuis longtemps. J'ai fait une recherche là-dessus. Dans les années 25-30, il y avait des moulins. J'ai resté surpris il y avait la drave, il y avait des moulins assis, il y avait la drave. Combien il y a eu de moulins à Saint-Thomas, c'est incroyable. Et un des premiers moulins, pas un des premiers, mais parmi les premiers, c'était mon oncle Albert. Mon oncle Pitt, mon oncle Albert qui avait un moulin au Lac-Adjim. Ouais. Le bois, c'est la forêt qui a permis à Saint-Thomas de grandir. C'est sûr que les terres agricoles, les sites, là, il faut les chercher. Vous avez parlé justement tout à l'heure du magasin général. Dans la famille, en fait, il y a eu l'exploitation forestière, mais il y a eu quand même un magasin général, l'épicerie. Ça a été transmis de génération. Ma grand-mère, Francis, là, Alice, c'est elle qui a ouvert ça en 1935. Une femme? C'est beau, là. Oui. Après que l'autre magasin général est brûlé. Les Sarsvilles, oui. Les Sarsvilles ont brûlé, ils n'ont pas reconstruit, donc c'est elle qui a ouvert. Fait qu'Alice, elle a dit, je réouvre un magasin général à Saint-Thomas, là. Oui. Puis après ça, ça a été transmis... À son fils Jean-Louis, mon père. Votre père, qui vous l'a également... Puis moi, j'ai commencé à travailler avec mon père en 1950. OK. Je l'ai acheté en 1966. Je l'ai eu jusqu'à un peu, là. J'ai été 45 ans dans du comptoir. 45 ans. Oui. Fait que vous avez commencé probablement tout petit, au niveau quasiment de la caisse enregistreuse, puis... Ouais, la caisse était plus haute que nous autres dans ça. Oui, c'était des gros. Il fallait... On prenait une caisse de liqueur pour y arriver. Il fallait virer. Il fallait virer. Oui. Pour faire sortir le coupon, puis les anciens caches nationales, là. Puis ça, M. Noël, vous avez vu évoluer ça, là, le magasin général. Vous avez commencé plus petit, vous avez été 45 ans plus tard, tu sais. Oui. Est-ce qu'il a grossi, le magasin général? Noël l'a rebâti en 67. Ouais. En 1967, il a reconstruit au complet. Comment t'as fait? T'as déménagé le magasin avec tout le stock dedans? T'as continué d'opérer? Pour moi, c'est... La fête de déménager par Xavier Tremblay. Ouais. Dans la construction, on était dans la rue Jean-Paul Darvaux. OK. Le magasin opérait là. Puis au début de juillet, on a déménagé. Hey, c'est du travail, déménager. Mais là, à ce moment-là, est-ce que vous étiez épicerie, magasin général, encore un peu des deux? C'est plutôt épicerie. Vous étiez plutôt épicerie, OK. Puis avec le temps, c'est devenu... ma femme a ouvert au sous-sol un magasin de linge. OK. Oui, de linge puis de tissu. De tissu. De tissu, parce que les gens, là, venaient... Moi, je me souviens, les gens venaient de l'extérieur parce qu'il y avait tellement un beau choix de tissu, de fils, de tissu. Les couturières venaient d'un peu partout, là, du secteur pour aller choisir du tissu, là, dans le temps que c'était encore la mode, là, il y avait beaucoup coudre. de tissu. Oui, vraiment, là. Ben, c'était grand, puis ça prenait quasiment tout le sous-sol, hein? Ah oui? Il y avait 60 pieds. Ouais. Il restait 20 pieds d'entrepôt. Quand même, hein? Ah non, il y en avait, là, je m'en rappelle, moi, d'avoir vu ça. Hein? Oui. Ah oui.
Richard, vous êtes allé à ce magasin? Ah oui, moi, j'ai des petits flashs parce que c'était en 67, moi, 61, 6-7 ans, mais je me rappelle là, d'avoir descendu en bas puis que l'automne, la mère, il nous faisait du linge. Oui. Puis les soutes pour jouer dehors, là, ma mère, c'est elle qui faisait ça. Elle allait acheter le tissu là. Je sais pas comment il faisait, mais ça finissait qu'on était dehors, qu'on voulait pas. Il y avait une machine à coudre dans toutes les maisons. Ouais. Ben, à cette époque-là, c'était ça. Hein? Puis là, vous, Richard, vous êtes aussi entrepreneur. Oui. Puis vous avez une entreprise? Transport. Transport forestier. Non. Non. Ça a commencé. Ben nous autres, moi, l'histoire, ça a commencé. Moi, c'est de mon père que je retiens ça, mais mon père, lui, a commencé en 68 avec mon oncle Jean-Paul, Régent, puis Jean-Guy Darvaux. Oui. Quand il a ouvert Quand ils ont mis Transport Darvaux. Mais ça faisait des années qu'il conduisait. Oui, qu'il conduisait, oui. Mais la partie entrepreneur de mon père, il a commencé en 68. Il a commencé bien avant ça. Là. Le chien a commencé alors, le 16-17 ans. Oui. Chez les camions, puis tout était dessus. Il chargeait à la main. Il faisait le carrément à la main. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Quand on repense à ça, c'est incroyable. Fait que c'est ça que vous avez... Ben moi, mon père, il a commencé dans le bois de main. Après ça, pour le moulin à mon oncle Jean-Paul, là, il avait formé une compagnie avec mon oncle Jean-Paul, Jean-Guy, Régent, le frère Léon-Paul, puis mon père. Puis là, c'est ça qu'eux autres, ils alimentaient le moulin à mon oncle Jean-Paul. Okay. De la forêt, elle est là. Ils ont eu ça 10 ans. Après ça, là, la transaction s'est faite avec Donahue. Ils ont dû avoir 15 ans, parce que c'est 73. Ouais. 68. 73. Non, 5 ans. 68 à 73. Mais le transport a continué après. Il a continué après. Mais ils ont vendu à Donahue, je pense que c'était en 78. OK. Après ça, là, il a acheté un camion à son compte. Puis c'est là que moi, ça me... Ben là, j'étais trop jeune dans le transport d'arrow. Je me rappelle, on allait au garage, mais on classait des bottes, là. Tu sais, j'étais trop petit. À ce moment-là, tu étais plus observateur. Ouais, c'est ça, ouais. T'étais pas employé. Mais ça m'a fait aimer ça. Mettons qu'il était embarrassant. Ouais. Oui, souhait. Souhait. Il était en train d'apprendre son futur métier. Ouais. Après ça, ben mon père, quand il a vendu ça, ben il a acheté un camion à lui. Puis là, ben ça a commencé de même. Il a fait de la forêt. Après ça, il était sur la route. En étant sur la route, là, ça prenait des permis spéciaux dans ce temps-là. Il avait réussi à s'acheter un permis. Puis là, ça a commencé de même. 1 truck, 2 trucks, 3 trucks. Trop de trucks. Pour aujourd'hui, pas assez de chauffeurs. L'histoire, c'est ça. Mais mon père, lui, on a décollé, on s'est mis ensemble, on a acheté une compagnie. Puis là, on a fait grossir ça tranquillement. Puis là, moi, je vis encore de ça. Là, mon père est décédé, fait que là, je suis seul propriétaire. Mais tu sais, ça fait travailler une trentaine de personnes. Vous êtes une belle petite PME. Oui, mais ça commence avec comme je disais, tu sais, dans le temps, la compagnie, la forestier, puis là, t'embarques dans le truck. Puis moi, j'allais à l'école, puis il me demandait ce que je voulais faire plus tard. Je dessinais des trucks. Mon père m'a tout le temps traîné de main. C'était ça, hein? Ouais. C'était vraiment ta vocation. Puis j'ai commencé à travailler. Mon premier truck que j'ai chauffé, j'avais pas de permis. C'est plus compliqué aujourd'hui que les lois, là, mais tu sais, c'est quand même... Ben, ça en prend, parce qu'on vit... Mon oncle Noël, il y avait l'épicerie, mais s'il n'y avait pas eu de camion pour aller livrer l'épicerie, ça n'aurait jamais marché, tu sais, fait que... Effectivement. Puis la famille Darvaux aussi était impliquée beaucoup dans le milieu municipal. Il y a eu maire, conseiller, directeur général et tout, tu sais. Qu'est-ce que ça prend ou c'est quoi le besoin? Si tu permets, je pense à ça depuis qu'on s'est rencontrés. Et puis, je pense que ça vient de nos grands-parents. La grand-mère, Alice, qui a acheté la première terre, qui a ouvert le premier magasin général, était aussi une sage-femme qui a mis probablement plus la moitié du village au monde. Alors, puis tout ça, bénévolement, puis tout bonnement. Puis je me souviens, parce qu'on restait dans la même maison, dans la même maison mitoyenne, puis
tous les dimanches avant la messe, puis après la messe, les gens des rangs, ça s'arrêtait là. Et les chevaux s'en allaient à l'étable pendant le temps de la messe. Alors, je pense bien que c'est tout ça qui nous a entraînés là-dedans. C'est À facile. redonner. C'est qui nous a donné l'exemple. Puis, parce que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ça dans ma vie, je sais pas. Je sais pas, mais on aime ça, c'est tout. Ben oui. Mais aussi, je pense qu'on a que notre sentiment d'appartenance est fort, puis on veut que notre municipalité rayonne, puis on veut du meilleur pour notre municipalité, puis on est prêt à donner de soi. Ça fait que je pense que c'est la recette. Puis je vais enchaîner avec la question, Saint-Thomas-Didyme, est-ce qu'on a de la relève? Est-ce qu'on a des jeunes? Est-ce qu'on a des nouveaux arrivants qui viennent s'installer? Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. On en a même du Maroc qui sont arrivés 7, un 8e qui va arriver bientôt, qui travaille maintenant chez Résolu. Beaucoup de nouveaux couples aussi. Les maisons là sont rachetées par des jeunes couples. D'ailleurs, j'en ai visité. Moi, ça fait partie là, de mon mandat de mairesse, c'est d'aller rencontrer tous nos nouveaux arrivants. Ils restent surpris. Hein? Mon Dieu, comment ça fait que la mairesse vient? Je viens leur souhaiter bienvenue, puis je suis contente qu'ils viennent s'installer, puis qu'ils nous aient choisis aussi comme municipalité. Oui. Puis je pense que l'image, un peu, ce qu'on entend ailleurs, c'est que Saint-Thomas, c'est dynamique, les gens, on arrive avec des nouvelles idées, on laisse la place aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont repris. Le carnaval, c'est tout un groupe de jeunes. La bibliothèque, c'est tous des jeunes aussi qui ont repris. Le Crest aussi. Donc, je pense qu'on veut laisser la place aux jeunes puis aux idées, puis ils ont des idées qui font que faire rayonner. D'ailleurs, ça vient aussi des jeunes, l'idée de changer le sigle, notre bannière de Saint-Thomas. Okay. Donc, avant, c'était les armoiries, ça faisait un peu vieux. Ils sont allés chercher... moderniser, oui, exactement. Ils ont modernisé notre logo, donc de façon à ce qu'il soit plus dynamique. Donc, toutes ces idées-là viennent de jeunes. Bien, merci beaucoup. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre portrait des familles d'ici.